Bonjour à tous. On poursuit ce cours de probabilité avec aujourd'hui des questions relatives à des fonctions de variables aléatoires et on reviendra un petit peu sur certaines propriétés de fonctions de répartition et une notion qui s'appelle la notion de quantile. Alors, donc allons-y. On va ainsi revenir, je l'ai dit, à cette notion. On avait vu que si c'était une variable aléatoire, eh bien, on pouvait prendre une fonction continue par morceau de cette variable, qu'on appellera h de x, hein, et on appellera grand y égale h de x, et un résultat qu'on a en partie admis, hein, c'est que quand la variable est bien une variable aléatoire, que h est bien continu par morceau, alors h de x est aussi une variable aléatoire sur l'espace de probabilité de départ. Bon, mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir quelle est connaître la loi de y, quand on prend donc h une fonction continue par morceau. Alors par exemple, imaginons que x suit une loi normale centrée réduite. Alors je reviens, ça veut dire qu'elle est gaussienne. Elle a une moyenne théorique, une espérance qui vaut 0 et une variance théorique qui vaut 1. Donc si on prend pour fonction h la fonction m plus sigma x, où m et sigma sont deux paramètres. Alors ce type de fonction, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Eh bien, quand vous prenez la transformation de x, qui était donc cette variable gaussienne, par une transformation affine, vous restez avec une variable gaussienne, et même plus particulièrement, ça c'était comme ça qu'on avait pu définir une loi normale m sigma 2 en général, eh bien là, pour cette paramétrisation, vous avez donc que y suit une loi normale de paramètres m et sigma 2. Alors on le voit bien, bon, je ne reviendrai pas dessus, mais si vous prenez h de x égale m plus sigma grand x, si vous prenez l'espérance par exemple, vous avez, sachant que l'espérance de grand x égale 0, pour retomber bien sur m, et pareil pour la variance, il y a un sigma 2 qui sort devant. Bon, deuxième exemple, donc vous aviez une variable gaussienne, vous retombez sur une variable gaussienne. Deuxième exemple, prenons une fonction h qui vaut 1 lorsque x est positif et 0 sinon, si x est strictement négatif. Ça, c'est une fonction, on pourrait dire, fonction échelon, on imagine bien, elle vaut 0, et puis, hop, en 0, il y a une discontinuité, elle saute et elle passe en 1, et elle continue en 1 comme ça. Eh bien, si vous prenez y égale h de x à nouveau, avec toujours x qui suit une loi normale 0, 1, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir y, elle va prendre pour valeur 0 ou 1, puisque h ne prend pour valeur que 0 ou que 1. Et puis, si vous calculez la probabilité, par exemple, que y vale 1, eh bien, ça, c'est lorsque x est positif. Donc, ça revient à calculer la probabilité qu'une variable normale centrée réduite est positive. Et ça, c'est 1 moins la probabilité qu'elle soit négative. Et on sait que c'est une variable qui a pour espérance 0 et qui en plus est symétrique. Alors on reviendra un petit peu dessus. Donc cette probabilité d'être positive ou d'être négative, elle vaut 1,5 dans les deux cas. On l'avait un petit peu évoqué, c'est l'intégrale de... C'est comme si on faisait l'intégrale de moins l'infini à 0, ou de 0 à plus infini, mais les deux, par parité, sont égales, donc on tombe bien sur 1,5. Ce qui veut dire que grand Y, qui est h de x, elle va suivre une loi de Bernoulli, donc une loi discrète maintenant, avec une probabilité 1,5. Donc vous avez transformé une variable qui était continue en une variable discrète. On retient ce phénomène qui va être important. Alors, comment fait-on en général pour déterminer la loi de grand Y égale h de x? On va faire deux cas. Premièrement, il y a quelque chose qui va être tout le temps à faire. Il n'y aura pas deux cas dans ce cas-là, on le fait tout le temps, c'est de trouver l'ensemble des valeurs prises par grand Y. Donc
Ça va correspondre un petit peu à l'image de petit h. Hein, x prenant certaines valeurs. Donc on avait dit, par exemple, les valeurs, on va dire que c'est grand I, et puis vous allez transformer x par h, donc vous allez prendre finalement l'image de h de i. Hein, et donc on va appeler i de y l'ensemble des valeurs prises par grand Y. Alors, on a vu dans l'exemple précédent que si vous aviez une variable gaussienne centrée réduite, quand h était la fonction affine, finalement, grand X prenant toutes ces valeurs dans R, vous allez transformer par cette fonction affine. Bon, si sigma est non nul, attention ici, il faut quand même considérer sigma non nul, vous allez avoir toutes les valeurs dans R aussi pour h de x. Hein. Donc dans ce premier cas, grand Y prend ses valeurs dans grand R aussi. Et puis dans le deuxième cas, on l'a vu, on a même commencé par ça, h ne prend que deux valeurs, 0 ou 1, donc grand Y ne prend que deux valeurs, 0 et 1. Donc dans le deuxième cas, l'ensemble IY, c'est l'ensemble 0, 1. Alors que dans le premier cas, IY, c'était grand R tout entier, du moment que sigma est non nul. Ensuite, on va faire les choses en fonction de ce qu'est cet ensemble I de Y. Si I de Y, c'est finalement composé d'un ensemble fini ou dénombrable de valeurs, c'est finalement quelque chose qu'on peut énumérer sous la forme des YK, où chaque Y est un réel, hein. Et puis l'ensemble grand K des indices, il est inclus dans grand N, ce qui veut dire qu'on peut être fini ou infini mais dénombrable. Alors grand Y est une variable discrète. Et voilà. Alors on a vu que c'était par exemple le cas, même si X était une variable continue. Hein. Alors comment fait-on pour déterminer la loi de grand Y? Il suffit maintenant de déterminer directement la probabilité que grand Y soit égal à petit YK. Là, il y a X, en fait, c'est petit YK. Donc ça se fait directement et on trouvera la loi de grand Y comme ça. C'est ce qu'on a fait précédemment. Deuxième cas. Si I de Y, c'est une union de vrais intervalles. Une nouvelle fois, ce que j'appelle vrai intervalle, hein, c'est un intervalle qui n'est pas réduit à un singleton. À ce moment-là, on peut escompter avoir une variable continue hein, pour grand Y. Et donc, pour essayer de déterminer la loi de grand Y, on va passer par la fonction de répartition. Et donc, on va calculer grand F Y de petit y, où on prendra petit y dans l'ensemble des valeurs prises par grand Y. Voilà, et comment va-t-on faire ça? On va le faire en fonction de ce a priori on connaît, c'est-à-dire la loi de grand X, et donc la fonction de répartition de grand X. On va tout de suite voir plein d'exemples, hein, c'est quelque chose d'assez naturel. Et une fois qu'on aura la fonction de répartition de grand Y, on pourra par exemple la dériver et obtenir ainsi la densité de probabilité de grand Y. Alors, ici on se restreint à prendre la fonction de répartition pour les petits y appartenant à l'ensemble des valeurs prises par y. Pourquoi? Parce qu'ailleurs ça sert pas à grand chose. On sait que la limite en moins l'infini ça sera forcément 0, la limite en plus l'infini ça sera forcément 1. Donc en fait, en dehors des valeurs, vous allez avoir un comportement des valeurs petit y appartenant à i de y, hein, vous allez avoir des valeurs qui sont soit 0 soit 1, et donc une densité qui sera nulle. Bon, alors c'est possible aussi qu'il n'y ait pas qu'on n'atteigne pas ces deux bornes. Hein. Par exemple, dans le cas gaussien, la fonction de répartition ne touche jamais ni 0 ni 1. Mais donc ça veut dire qu'on va examiner les y appartiennent à un grand R tout entier. Hein. Mais dans le cas où c'est pas grand R tout entier, ça sert à rien d'examiner ce qui se passe en dehors de l'ensemble des valeurs prises. On va faire plusieurs exemples. Le premier, c'est de prendre une variable discrète. Ici, c'est une variable binomiale de paramètres NP. Et on se demande quelle est la loi de n-x. Hein, donc, grand Y, c'est n-x. Donc là, vous avez une transformation qui est aussi une transformation affine. Alors, la première question qu'on se pose, on l'a dit, c'est quelles sont les valeurs prises par cette variable grand Y. Ici, x
comme elle est binomiale, elle prend ses valeurs dans 0, 1, 2, etc. jusqu'à n. Et quand vous faites n moins ça, n moins 7 ensemble, à nouveau, vous prenez vos valeurs dans 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc, voilà. Même ensemble de valeurs que grand X, finalement. À part les cas pathologiques, pareil, p égale 0 ou p égale 1, mais qu'on élimine un peu de manière implicite. Ensuite, deuxième chose, on a dit tout à l'heure, on veut juste calculer la probabilité que grand Y soit égal à petit yk. Ici, les yk, c'est les k qui sont dans 0n. Donc, on écrit ce qu'est la probabilité que grand Y est égal à k, et après, on remplace. Grand Y, c'est n-x. Donc, on remplace, et si vous faites un petit calcul, vous avez grand Y égale n-x, vous passez le x de l'autre côté, et puis vous tombez sur la probabilité que grand X est égal à n-k. Or, vous connaissez la loi de probabilité d'une binomiale, donc vous pouvez écrire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que c'est la loi Cn, d'habitude on a k, mais ici, puisqu'on prend grand X égale n-k, on remplace, ça fait n-k. On a normalement p puissance k, mais comme k c'est n-k, ça fait p puissance n-k, et puis 1 moins p puissance n-k, ici ça devient k. Très bien. Et puis, c'est n-k, ça c'est une propriété très simple à mettre en évidence, des combinaisons, c'est aussi égal à cnk. Donc on peut la réécrire comme ça, c'est la fin de cette égalité ici. Ensuite, je change un peu l'ordre, je commence par 1 moins p puissance k, c'est la même chose que la précédente, j'ai juste modifié l'ordre. Multiplication est commutative, j'ai le droit de faire ça. Mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Là, je fais apparaître une loi de probabilité bien connue. J'obtiens que la probabilité que y est égal à k, c'est un cnk, un certain p' puissance k, et puis un 1 moins p' puissance n-k. P' étant égal à 1 moins p. Donc finalement, j'obtiens que grand y suit aussi une loi binomiale, mais de paramètre p', c'est-à-dire 1 moins p. Voilà, donc vous avez transformé une binomiale np en une autre binomiale, mais de paramètres n1-p. Alors évidemment, si p égale 1,5, dans les deux, ça fait des binomiales n1,5, mais pour autant, elles ne sont pas du tout égales. Elles ne sont pas indépendantes, ça c'est une notion qu'on verra très vite, mais elles ne sont pas égales du tout, même si elles ont la même loi. Deux variables peuvent avoir la même loi sans être égales, c'est exactement ce qu'on voit ici. Deuxième exemple, on va prendre grand X qui suit en loi une loi uniforme sur 0,1. Alors vous vous souvenez, ça signifie que on prend un nombre en gros avec le même hasard un peu partout dans 0,1. On se demande quelle est la loi de grand Y qui vaut alpha plus bêta X. Alors pour simplifier ici, et on pourrait très bien le faire avec bêta négatif, mais on va simplifier, on prendra bêta strictement positif. On cherche d'abord quelles sont les valeurs prises par grand Y. On sait que X ne prend des valeurs que dans 0,1. Eh bien, grand Y, quand vous multipliez grand X qui prend ses valeurs dans 0,1 par bêta, vous allez prendre vos valeurs dans 0 bêta. Et puis si vous rajoutez alpha, vous prenez vos valeurs dans alpha, alpha plus bêta. Donc, ça, c'est pas difficile. Bon, c'est là où le fait d'avoir pris bêta strictement positif est intéressant. Sinon, vous auriez inversé l'ordre. Alpha plus bêta devenait plus petit que alpha. Ensuite, on a dit il faut essayer de trouver la fonction de répartition de grand Y. Donc, et comme on l'a dit, on ne va pas s'amuser à la chercher partout, cette fonction de répartition. On va la considérer que sur alpha, alpha plus bêta. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour des valeurs petit y plus petites que alpha, ça va être nul. Et pour des valeurs de petit y plus grandes ou égales à alpha plus bêta, ça va être égal à 1. Donc c'est pas la peine de le faire. Alors, on pourrait très bien le faire, mais en fait, ça peut très bien induire des problèmes nouveaux. Donc il vaut mieux éviter de faire ces calculs-là et de reprendre par exemple la densité et de ne pas faire attention et d'avoir des résultats faux. Donc ne calculer la fonction de répartition qu'aux endroits où c'est intéressant. Alors si on la calcule, cette fonction de répartition, ça revient à calculer la probabilité que grand Y soit égal à soit plus petit ou égal à petit y, ce qui, en remplaçant grand Y par sa valeur, revient à écrire que ça revient à écrire la probabilité que alpha plus bêta X est plus petit ou égal à petit y. Si vous le réécrivez, je reprends, c'était bien la fonction de répartition de Y en petit y.
Eh bien, ça revient, hein, vous voyez, vous aviez la probabilité de alpha plus bêta x plus petit ou égal à y ici. Si vous passez le alpha de l'autre côté, vous divisez par bêta, bah, vous obtenez la probabilité que grand X soit plus petit que y moins alpha, le tout sur bêta. Et donc ça, c'est quoi? Bah, c'est la fonction de répartition de grand X en y moins alpha sur bêta. Donc vous avez pu exprimer la fonction de répartition de y en fonction de la fonction de répartition de grand X, qui est connue. Et ici, elle est connue, puisque c'est une loi uniforme sur 0 à 1. Eh bien, on sait que cette fonction, elle vaut a priori 1 sur 0,1 et puis 0 ailleurs. Alors, maintenant, si on dérive, alors ça c'est peut-être quelque chose dont il faut se méfier, pas faire de faute, hein, vous dérivez fx par rapport à y. Hein, alors, quel est l'intérêt de dériver? Bah, ça permet d'obtenir la densité de grand Y. Si vous dérivez, eh bien, vous avez une fonction à l'intérieur hein, qui est divisée par bêta, donc vous devez sortir le bêta. Hein, c'est la dérivée de, disons, u rond v. Hein, vous savez que c'est v' fois u' rond v. Et ben, c'est exactement ce que l'on fait là. La dérivée de fx, c'est fx. Hein, le grand fx, c'est petit fx. Mais vous avez un 1 sur bêta qui est sorti, puisque vous avez dérivé y moins alpha sur bêta. Et puis, vous reprenez ce qu'il y a à l'intérieur, hein, et donc c'est fx de y moins alpha sur bêta. Ce qui veut dire, plus concrètement, que vous avez ici, hein, cette valeur, eh ben, ça vaut 1. Ça vaut 1. Et donc, fy de y, ça vaut 1 sur bêta, sur l'ensemble alpha, alpha plus bêta. Or, ça, c'est exactement la densité d'une uniforme sur alpha, alpha plus bêta. Vous avez 1 sur bêta, et ça, on sait que quand on est sur A, B, normalement c'est B moins A. Et bien ici, alpha plus bêta moins alpha, ça fait bêta. Donc vous faites 1 sur bêta au lieu de 1 sur B moins A. Donc c'est exactement ça. Et donc vous avez transformé une uniforme en une autre uniforme qui est juste translatée et dilatée, si vous voulez. Donc vous avez autant de chances d'être en gros partout dans l'intervalle alpha, alpha plus bêta avec grand Y. Troisième exemple, vous prenez une loi normale 0 à 1 et vous essayez de déterminer la loi de grand Y égale x carré. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, grand Y égale x carré, déjà on cherche ses valeurs. Vous avez Y qui prend ses valeurs dans 0 plus l'infini. Pourquoi? C'est un carré. Grand X prend ses valeurs dans R, et si vous prenez un carré de quelque chose qui prend toutes ses valeurs dans R, vous allez avoir toutes les valeurs dans 0 plus l'infini. Ensuite, pour donc un grand Y plus grand ou égal à 0, ailleurs, une nouvelle fois, ça ne sert à rien, ça sera une fonction de répartition nulle, eh bien la probabilité, la fonction de répartition, c'est la probabilité que le grand Y soit plus petit ou égal à petit Y, et là, vous remplacez, ça veut dire que grand Y c'est x2, x2 plus petit ou égal à y quand y est positif, et ça veut dire que x est compris entre moins racine de y et plus racine de y. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut se dépatouiller de ça? C'est une propriété qu'on a déjà vue, hein, la probabilité que x soit compris appartient à un intervalle. On sait que c'est une différence de fonction de répartition. Donc on va pouvoir écrire que fy de y, c'est la fonction de répartition de x en racine de y, c'est ce côté-là, moins la fonction de répartition de x en moins racine de y, puisque ici, vous avez x à l'intérieur, hein, donc c'est bien la fonction de répartition de x. Donc vous avez pu exprimer la fonction de répartition de grand y en fonction de la fonction de répartition de x, même si vous êtes obligé de la soustraire une fois, hein, et c'est fait en racine de y, mais vous avez pu l'exprimer. Or ça, c'est quelque chose qui nous permet en dérivant. Alors, il faut un tout petit peu se méfier. Ici, c'est pas spécifié, parce que je voulais pas trop gonfler le slide, hein, le transparent. Ici, il faut quand même pas prendre y égale 0, hein, parce que si vous dérivez racine en 0, vous savez que ça n'existe pas. Et puis, vous allez dériver. Donc, la dérivée de fx de racine de y, comme tout à l'heure, c'est la dérivée de u rond v, hein, donc vous avez un v'
qui passe devant. Donc la dérivée de racine de y, c'est 1 sur 2 racine de y. Et puis vous dérivez fx, grand fx, c'est petit fx. Et puis vous la gardez en racine de y. Donc la première partie, c'est 1 sur 2 racines de y, fx de racine de y. Et puis la deuxième partie, bah, vous dérivez. Or, vous aviez un moins devant, mais quand vous dérivez moins racine de y, bah, vous avez un moins qui sort aussi. Donc ça fait un plus. Donc on peut mettre 1 sur 2 racine de y fois la somme de ces deux fx de racine de y et de fx de moins racine de y. Ici, il devrait y avoir un moins racine de y. Mais, en fait, j'ai fait le calcul un petit peu plus vite. La fonction fx, c'est une fonction paire. Donc, que vous la calculiez en plus ou moins racine de y, c'est la même chose. Ce qui veut dire qu'en remplaçant par la valeur, hein, vous avez fy de petit y qui est 1 sur racine de 2pi. Alors, normalement, il y a 1 sur 2 racine de 2pi. Ça, c'est la fonction de répartition. Le 2 qui était ici se supprime, puisque vous sommez deux fois la même chose. Et puis, vous avez le 1 sur racine de y, je l'ai mis dans la même racine ici au dénominateur. Ensuite, normalement, vous avez exponentielle de moins y2 sur 2, mais sauf que vous ne le prenez pas en y, vous le prenez en racine de y. Donc, ça devient y sur 2. Alors là, il manque un plus grand strictement que 0, et ça ne marche pas pour égal à 0. Hein. Ici, il faut corriger, il faut mettre un plus grand strictement. Parce que sinon, c'est pas défini. Voilà, donc vous avez explicitement la densité de ce carré d'une gaussienne centrée réduite. Alors ça, vous le verrez plus à partir du L2, voire surtout du L3 et du M1. Hein, c'est ce qu'on appelle une loi du qui2 à 1 degré de liberté. Allez, dernier exemple, un exemple qui peut paraître un peu plus complexe. Vous prenez, bon alors ça c'est pas très compliqué, c'est une loi exponentielle de paramètre lambda, mais vous allez prendre grand Y qui va être la partie entière de x plus 1. Alors je vous rappelle que la partie entière d'un nombre réel, hein, c'est le plus petit entier, c'est l'entier qui est juste en dessous. Hein, la partie entière de 1,3, c'est 1. Voilà, hein, donc vous avez toujours un réel, c'est toujours compris entre k et k plus 1, ouvert en k plus 1, hein, où k est un entier, ben là, la partie entière de ce réel, ce sera donc k. Et donc ici, on va le faire non pas en x, mais en x plus 1. J'aurais pu d'ailleurs sortir le 1 hein, de la partie entière, il ne sert pas grand-chose à l'intérieur. J'aurais pu écrire que c'était 1 plus partie entière de x. Alors, quelles sont les valeurs prises par grand Y? Bah, on sait qu'une loi exponentielle, une variable exponentielle prend ses valeurs dans 0 plus infini. Donc, si vous prenez la partie entière de ça, hein, bah, vous allez avoir des valeurs qui vont être des valeurs entières et qui vont être n tout entier. Hein, puisque entre 0 et 1 ouvert, bah, vous allez avoir 0. Entre 1 et 2 ouvert, bah, vous allez avoir 1, etc. Et puis si vous rajoutez 1, bah, en fait, vous prenez vos valeurs dans n étoile. Hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, mais vous n'avez pas 0. Ok, ça c'est bien. Donc maintenant, on s'aperçoit que c'est une variable discrète. Parce que vous avez un nombre dénombrable de valeurs prises par grand Y. C'est pas une union d'intervalles, c'est un ensemble discret, dénombrable et infini, certes, mais discret. Donc, grand Y est une variable discrète. Comment fait-on pour connaître la loi de grand Y? Eh bien, on l'a déjà évoqué. On va calculer directement la probabilité que grand Y soit égal à K. Alors ici, sous-jacent, hein, il y a le fait que K est dans n étoile. Hein. On ne cherche pas ailleurs, ça ne sert à rien. Et bah ça, si vous remplacez, qu'est-ce que ça veut dire que Y soit égal à K? Bah, ça veut dire que, comme Y c'est la partie entière, ça veut dire que X plus 1, eh bien, il est compris entre, on l'a dit tout à l'heure, hein, entre K, il peut être égal, et puis K plus 1, là c'est strict. Donc X plus 1 doit être là-dedans. Et donc si vous écrivez ça en fonction, alors on va pouvoir le faire, hein, on peut le faire parce que c'est une variable réelle, eh bien, vous allez, bon déjà on peut faire passer le plus 1 des deux côtés, hein, donc ça va faire X compris entre K-1 et K, et puis bah ça fait la fonction de répartition en K moins la fonction de répartition en K-1.
Alors normalement, il devrait y avoir le plus petit ou égal, il devrait être du côté k, et le plus petit strict, il devrait être du côté k-1. Mais comme c'est une variable réelle, grand X, on s'en fiche. Hein. On peut prendre des plus grands ou égal, ou des plus grands stricts, ou des plus petits ou égal, ou des plus petits stricts, c'est pareil. Donc c'est fx de k moins fx de k-1. Donc on a pu exprimer cette probabilité en fonction de la fonction de répartition de grand X. Quel est l'intérêt? Ben, on la connaît. Cette fonction de répartition, c'est la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre lambda. On l'a déjà calculé. Hein. C'est 1 moins exponentielle de moins lambda k. De manière générale, hein, la fonction de répartition en petit x, lorsque x est strictement positif, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Ici, vous remplacez, ça fait donc 1 moins exponentielle de moins lambda k, moins 1 moins exponentielle de moins lambda k moins 1. On peut simplifier un peu, il y a les 1 qui sautent, et puis on peut même aller plus loin, hein, puisque vous pouvez mettre dans les deux exponentielle de moins lambda k moins 1, et puis en fait vous aurez un facteur devant qui sera 1 moins 1 moins exponentielle de moins lambda. Et si vous le réécrivez encore, vous avez toujours ce facteur qui est devant, qui est 1 moins exponentielle de moins lambda, et puis l'exponentielle de moins lambda puissance k-1, bah, c'est comme si vous le réécriviez sous la forme d'une puissance exponentielle de moins lambda à la puissance k-1. Alors quel est l'intérêt de cette écriture? Eh bien on voit apparaître, disons, un 1 moins p fois p puissance k-1 en prenant p égale exponentielle de moins lambda. Et qui est bien entre 0 et 1, puisque lambda est strictement positif. Donc ça c'est une loi qu'on a déjà vue, c'est la loi géométrique. Et c'est la loi géométrique de paramètres exponentielle de moins lambda. Donc vous allez transformer une loi qui est continue, une variable continue, en une variable discrète qui est la variable géométrique et qui a une infinité de valeurs. Donc c'est un exemple un peu compliqué, mais qu'il faut retenir, hein, comme on l'avait fait pour la loi gaussienne, transformant une loi de Bernoulli. Hein, c'est possible de transformer une loi continue en une loi discrète. Bon, alors justement, il n'est même pas la peine de le démontrer, parce que c'est vraiment facile. Quand vous avez une variable discrète, pour x, et ben forcément, grand X, elle est discrète. Vous n'allez pas pouvoir la transformer en une variable réelle, hein, parce que forcément, les valeurs prises vont être aussi discrètes. Ça ne va pas pouvoir former un intervalle, parce qu'un intervalle, ça n'est pas un ensemble dénombrable de valeurs. Ça ne peut pas s'écrire comme un ensemble dénombrable, à partir, par exemple, des valeurs d'une suite. Un intervalle, c'est plus que ça. Donc une variable discrète est forcément transformée en une variable discrète, qui peut même être une constante d'ailleurs, hein, mais ça c'est un cas très particulier de variable discrète. Et maintenant, si x est une variable continue, on a vu que y peut être une variable discrète ou une variable continue. Mais, en fait, elle peut même être plus complexe que ça, elle peut être ni discrète ni continue. Alors par exemple, prenons un grand X qui suit une loi uniforme sur moins 1, et on va prendre comme transformation, une transformation qui est continue par morceau, hein, c'est ce qu'on demande, elle vaut x si x est positif, et 0 pour les x négatifs stricts. Donc vous avez une fonction qui est d'ailleurs même continue, hein, parce qu'en 0, des deux côtés ça fait 0, donc c'est même une fonction continue, mais qui est constante pour les valeurs négatives et qui croît de manière gentille, là, qui vaut x pour les valeurs positives. Alors, première chose pour essayer de déterminer la loi de grand Y qui est égale à h de x, c'est de trouver les valeurs prises. Bon, alors les valeurs déjà, comme x peut être négative, hein, elle est entre moins 1 et 1, on voit qu'elle peut prendre la valeur 0. Et puis, comme grand X peut être dans 0, 1 aussi, et que h de x vaut x quand on est positif, donc vous avez h de grand X, lorsque grand X est dans 0,1, ça fait des valeurs, ça fait grand X, donc ça fait aussi des valeurs dans 0,1. Donc au final, grand Y prend ses valeurs dans l'intervalle 0,1. Mais on a quelque chose d'un peu particulier, parce que si vous regardez la probabilité que grand Y soit égal à 0, normalement quand on a une variable continue, ça devrait être nul. Mais ici, ça revient à la probabilité que grand X soit négatif strictement. Hein. Ça, c'est la définition de la fonction h. Et ça, la probabilité qu'une uniforme sur moins 1 soit négative, ça revient, on peut le calculer directement à partir de la densité. C'est
l'intégrale entre moins 1 et 0 de la densité. Or, la densité d'une uniforme sur moins 1, on l'a dit, c'est 1 sur B moins A, de manière générale. Ici, B moins A, c'est 2, donc ça fait 1,5. Donc vous allez avoir la probabilité que x soit négatif strictement, hein, c'est 1,5. Et ça, c'est vrai. Alors pourquoi il est marqué pour... oui, ça, c'est pour la suite. Hein, donc ça fait donc une probabilité en 0 qui est 1,5. Donc là, on voit que ça ne peut pas être une variable continue, parce que vous avez une proba qui vaut 1,5. Bon, en un point. Normalement, pour une variable continue, la probabilité que grand Y soit égal à n'importe quel réel, bah, c'est toujours 0. Ah non, c'est donc pas une variable continue. Alors, vous pouvez aussi très bien voir que c'est une uniforme, hein, donc on pouvait dire que la probabilité d'être dans moins 1, 0 est égale à la probabilité d'être dans 0, 1. Or, la somme de ces probas fait 1, et donc vous pouviez ainsi retrouver que c'était bien 1,5 la probabilité d'être strictement négative. Eh bien, maintenant, regardons ce qui se passe pour les y dans 0, 1. Alors, 0, 1, on peut même prendre 0, hein. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand Y est égal à 0, et finalement, grand Y est compris entre 0 strictement et Y. Donc là, on a un peu supposé que Y est quand même strictement plus grand que 0. Hein. Mais si vous remplacez, comme vous êtes avec grand Y qui est strictement positif, eh bien, vous avez la fonction h qui intervient. Hein. Or, h, c'est grand X, donc ça veut dire que ça revient ici à la... Vous pouvez remplacer le grand Y qui naturellement devrait être ici, vous pouvez le remplacer par X. Vous êtes sur le domaine où grand Y est égal à X. Et puis, vous remplacez, et puis vous faites le même calcul que tout à l'heure. Hein. Mais seulement la borne, elle va jusqu'à Y. Et donc, vous avez explicitement la fonction de répartition lorsque Y est plus grand ou strictement que 0, mais on peut voir que ça marche aussi pour Y égale 0. Hein. Donc, bon, ici, cette fonction-là, elle est aussi valable en 0, ça vaut bien 1,5 en 0. Et puis, lorsque Y vaut 1, on tombe sur 1. Alors, le tracé, le voilà. C'est une fonction de répartition avec un saut en 0, un grand saut, puisque vous passez de 0 à 1,5. Et puis après, vous avez un tracé comme ça d'une fonction qui est dérivable. Elle est dérivable sur 0,1 ouvert. Donc vous avez discontinu en 0, dérivable en 0,1. Donc sur l'ensemble 0,1, on voit bien que c'est une variable continue d'une certaine manière, hein, puisque sa fonction de répartition est dérivable. Et sur de moins l'infini jusqu'à 0 inclus, c'est plutôt une variable discrète. Hein. C'est ça la tête d'une fonction de répartition d'une variable discrète. Donc en fait, ce n'est ni une variable discrète, ni une variable continue. C'est un mélange des deux. Alors, vous verrez plus profondément ce genre de choses en troisième année. Mais une nouvelle fois, c'est pas totalement des choses inutiles. On aura une ou deux fois à revoir ça, hein, ce genre de variable un peu spéciale. Même si on va pas s'attarder dessus et que c'est pas le but, on verra que pour certaines preuves, il peut être intéressant d'avoir ça. Notamment, on verrait l'inégalité de Markov nécessite de travailler avec une variable un peu de ce type. Bon, donc vous avez transformé une variable qui était initialement une variable continue en une variable qui n'est ni discrète ni continue, mais un mélange des deux. Je vous avais déjà évoqué un exemple concret d'utilisation de ce genre de variable. Hein, si vous voulez regarder par exemple le niveau de pluie, vous avez des pleins de jours où il n'y a pas de pluie du tout, donc le niveau est en 0. Et puis après, vous avez plein de valeurs possibles entre 0 et puis 60 mm si vous êtes à Paris, quoi. En gros, c'est le maximum. Hein. Bien. Maintenant, revenons un tout petit peu, parce que ça va nous aider. On a vu que les fonctions de répartition sont importantes pour retrouver les lois des fonctions de variables aléatoires. Alors, on va voir un cas particulier ici qui va être assez générique et intéressant. C'est le cas des lois symétriques ou des variables aléatoires symétriques. Alors, qu'est-ce que ça signifie être symétrique? Ça signifie que grand X a la même loi que moins grand X. Voilà.
Donc ce qui veut dire en fait d'ailleurs que les valeurs prises par grand X sont forcément symétriques par rapport à 0. Alors on verra plusieurs cas possibles, mais ça peut, vous pouvez pas avoir quelque chose d'un côté de 0 et puis de l'autre autre chose, hein, j'entends, qui ne serait pas le symétrique. Donc la loi sera symétrique lorsque grand X a la même loi que moins grand X. Bon, et des conséquences de ça, qui vont être intéressantes, ce sera qu'à ce moment-là, la probabilité que la valeur absolue de grand X soit plus grand strictement que petit x, lorsque x est positif ou nul, eh bien ce sera 2 fois la probabilité que grand X soit plus grand que x, et ce sera donc 2 fois 1 moins la fonction de répartition de grand X en petit x. En gros, quand on est, et on va le voir juste après, hein, la fonction de répartition, vous pourriez presque ne la travailler que sur un seul côté, soit pour toutes les valeurs négatives ou nulles, ou soit toutes les valeurs positives ou nulles, et vous savez tout de la fonction de répartition avec ça. Hein. L'autre côté s'en déduit. Et donc c'est ce qui est montré ici, c'est même un peu plus précis, parce qu'on va supposer que la variable est continue. Lorsque la variable est continue, vous avez explicitement le fait que la fonction de répartition en moins x égale 1 moins la fonction de répartition en petit x. C'est pas complètement le cas, hein. Il y a ce qui se passe en 0 qui peut faire une différence lorsque la variable est discrète. Et puis, si vous dérivez cette relation, vous vous apercevez que la dérivée de grand fx, normalement c'est une variable continue, hein, donc c'est la densité, mais vous allez faire sortir un moins, donc vous aurez moins fx de moins x, et bien ce sera égal à quoi? Eh bien à la dérivée de 1 c'est 0, et puis moins la dérivée de fx en x, donc moins fx de x. Donc si vous enlevez les moins des deux côtés, vous obtenez que fx de moins x égale fx de x. Donc fx est pair. La fonction de répartition est paire. Donc la loi lorsque la loi est continue et symétrique, la densité, c'est la densité qui est paire. La fonction de répartition n'est pas paire. Elle ne peut pas l'être. Alors, comment démontre-t-on le premier point? C'est pas très difficile, hein. Le fait d'être en valeur absolue plus grand que x, ça signifie x étant positif, que grand x est plus grand que x, ou que grand x est plus petit que moins x. Donc ça, c'est des choses que vous savez faire depuis, je pense, la seconde. Donc c'est l'union des deux. Hein. Vous avez ces deux possibilités. Et puis, ce sont deux événements incompatibles. Vous ne pouvez pas être plus grand que x et en même temps plus petit que moins x. Donc vous pouvez dire que ça revient à faire la somme des deux probas, d'être plus grand que petit x ou d'être plus petit que moins x. La deuxième probabilité, vous pouvez la transformer. Vous avez le moins, vous pouvez le passer. Alors quand vous le passez, vous changez le sens. Hein. Donc ça revient à la probabilité que grand x soit plus grand que petit x plus la probabilité que moins x soit plus grand que x. Et puis là, vous utilisez le fait que moins x et x soient la même loi. Donc vous pouvez, dans une proba, remplacer moins x par grand x, puisqu'ils ont même loi. Donc ça revient à p de x plus grand que strictement que x, et plus p de x strictement plus grand que x. Donc ça fait deux probabilités que grand x soit strictement plus grand que petit x. Et c'est bien ce qu'on voulait montrer. Et puis, finalement, la probabilité que x est strictement plus grand que petit x, ça on sait que c'est 1 moins la fonction de répartition. Hein, ça on l'a déjà vu. Voilà. Deuxième point de la preuve, on calcule la fonction de répartition en moins x. Ça c'est la probabilité que grand x soit plus petit ou égal à moins x. Hein. Donc si on passe le moins de l'autre côté, comme tout à l'heure, ça fait probabilité que moins x soit plus grand ou égal à petit x. Ça revient à la probabilité que grand x soit plus grand que x parce que elles ont même loi toutes les deux. Hein. Vous pouvez remplacer grand x par moins x. Et puis, comme la variable est continue, ça revient à faire la probabilité que grand x soit strictement positive. Donc, on obtient maintenant, si on somme la probabilité qu'on est positif ou nul et la probabilité qu'on est plus petit plus positif, plus grand ou égal à x, et la probabilité qu'on est plus petit ou égal à petit x, le fait d'être une loi continue fait qu'on peut prendre un plus grand strict. Là, finalement, c'est la fonction de répartition en petit x. Donc, ce qu'on vient de calculer, qui est donc fx de moins x, vous pouvez le remplacer ici. Hein. Donc, vous avez fx de moins x plus fx de x égale 1. Hein. Et c'est bien ce qu'on voulait. Donc, vous avez ici, vous déclinez et vous avez ce résultat. Alors, quelques exemples de lois symétriques. La première,
Et elle est écrite ici sous une forme qui n'est peut-être pas si simple. C'est la loi de 2x-1 lorsque grand X est une binomiale de paramètres 1,5. Alors si on l'écrivait plus en détail, vous avez grand X qui prend ses valeurs dans 0,1. Si vous faites 2x moins 1, quand x vaut 1, bah, ça fait 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. Et lorsque x vaut 0, ça fait 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc la loi de 2x moins 1, c'est une loi qui prend ses valeurs dans moins 1, 1. Il y a deux valeurs possibles, moins 1 et 1. Et puis la proba de valoir 1, c'est la proba de valeur moins 1. Et donc, c'est bien une loi symétrique, parce que si vous prenez moins cette loi, vous avez la même chose. Vous restez bien sur moins 1, 1, et les probas sont les mêmes. Deuxième exemple de loi symétrique, on a vu une caractérisation par la densité, il suffit que la densité soit paire. C'est typiquement le cas pour une loi normale 0,1, ça on a donné. Puis finalement, si vous mettez un sigma 2, c'est pareil. Alors par contre, si vous mettez une m sigma 2, ça ne marche plus dès que m est non nul, parce que vous avez un y moins m au carré qui intervient, et ça rend non paire la densité. Et puis une loi uniforme sur un ensemble symétrique, sur un intervalle symétrique, c'est aussi une loi symétrique. J'aurais même pu mettre, rajouter encore des unions d'intervalles, c'était possible, mais bon, allez, on va rester simple. Et là, pourquoi ? Parce que vous allez avoir une densité qui vaut 1 sur 2 bêta, entre moins bêta et bêta. Et donc ça, c'est la même valeur que vous soyez positif ou négatif, fx égale f de moins x, il n'y a pas de souci. Et donc vous êtes pair. Donc deux exemples de lois symétriques. Alors c'est clair que celle de la loi n0 sigma 2 et même plus particulièrement n01 va énormément nous servir. Le fait qu'elle soit symétrique, on va beaucoup s'en servir. Nouvelle notion qu'on va évoquer, même si on en a déjà un peu parlé, c'est la notion de quantile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quantile ? Et c'est à pas tout à fait confondre avec la notion de quantile qu'on avait pu voir lorsqu'on a fait un peu de statistique descriptive. Lorsqu'on avait des données, on peut calculer des quantiles. On avait parlé aussi de quartiles, on avait parlé de déciles. Ici, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'on va parler de quantiles théoriques, c'est-à-dire des quantiles associés à une loi. Ils ne sont pas associés à un ensemble de valeurs qui auraient été observées, comme on le fait en stade descriptive, ils sont associés, et ça c'est plutôt ce qu'on appellerait des quantiles empiriques. Ce qu'on avait fait, c'était plutôt des quantiles empiriques. Ici, on va s'intéresser aux quantiles associés à une loi. Donc on va prendre une variable aléatoire, et on va prendre un petit p, qui sera une probabilité en fait, dans 0,1 ouvert. Et donc on va appeler le quantile d'ordre petit p, de la loi grand X, l'unique valeur réelle, Q de P, Q comme quantile, pour petit p, la proba petit p, tel que Q de P, c'est l'inf des X, tel que grand F de X de X plus grand ou égal à petit p. Alors cette définition, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Elle va beaucoup mieux se comprendre sur les tracés que je vais vous représenter après. Mais sachez déjà qu'il y a deux cas particuliers connus. C'est celui de la médiane. Alors la médiane, ce sera lorsque la probabilité vaut 1,5. Alors si on revient à la définition, on dit que Q de 1,5, c'est quoi ? C'est l'inf des X tel que la fonction de répartition en ce X soit plus grand ou égal à 1,5. C'est un petit peu ce qu'on avait l'habitude de regarder. Alors, ce qui peut être un peu gênant ici, on va s'en abstraire un petit peu après dans un cas particulier, c'est d'avoir un plus grand ou égal et non pas un égal. Mais ça, c'est parce que pour les variables discrètes, on n'a pas forcément une fonction de répartition qui vaut toutes les valeurs entre 0 et 1. Donc on n'est pas forcé d'avoir une fonction de répartition qui peut valoir 1,5. Donc on va être obligé de prendre une définition qui permet quand même de trouver une médiane. Et cette définition, ça va être de prendre la valeur tout de suite plus grande, telle qu'au moins on est sûr d'être plus grand ou égal à 1,5, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voudra. Vous allez voir, sur les graphes, ça se comprend très bien. Deux autres cas, en fait, qui se rapportent à la notion de quartile, c'est le troisième quartile, c'est de prendre Q de 1/4 et Q de 3/4. Alors j'aurais pu aussi évoquer les déciles. Les déciles, ce serait de prendre Q de 0,1, ça c'est le premier décile, Q
de 0,2, ça c'est le deuxième décile. Alors on peut aussi dire le quantile à 50% pour la médiane, le premier et le troisième quartile c'est à 25 et 75%, et puis pour les déciles c'est le quantile à 10%, à 20%, jusqu'à 90%. Hein. Donc ça, attention, une nouvelle fois, c'est calculé de manière théorique par rapport à la loi. Il n'y a pas besoin d'observation pour calculer ça. C'est purement théorique. Alors, dans un cas particulier qui est quand même très intéressant, c'est celui de variables continues, puisqu'on sait que dans ce cas-là, la fonction de répartition, elle est même presque partout dérivable, hein, donc elle est continue partout. Il n'y a pas de saut, contrairement aux variables discrètes. Et donc, l'inf, dans ce cas-là, ce sera exactement la valeur pour laquelle la fonction de répartition soit égale à P. Donc en fait, on a explicitement la valeur qui s'écrit à partir de la fonction réciproque. Quand on est avec une variable continue, la fonction de répartition est bijective. Elle est strictement croissante sur, alors attention, sur l'ensemble de ses valeurs. Elle peut très bien, la fonction de répartition, elle peut très bien valoir 0, de moins l'infini à 0, donc auquel cas, là-dessus, elle n'est pas bijective. Mais dès que vous regardez les valeurs prises sur 0,1 ouvert par la fonction de répartition, eh bien là-dessus, c'est-à-dire sur le support de la loi, eh bien la fonction de répartition sera bijective. Donc ça veut dire qu'on peut trouver une réciproque à la fonction de répartition en toute proba P entre 0 et 1, ouvert. Donc on aura explicitement ce qu'est la médiane. Il y aura forcément un endroit où on touche un demi. Alors, des exemples qui sont calculables facilement. Un exemple simple à calculer, c'est celui de la loi exponentielle. Pourquoi? Parce que la fonction de répartition, on l'a déjà calculée. Lorsque x est positif, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Or là, on ne s'intéresse qu'à des valeurs positives, strictement. Donc, eh bien, si on cherche quand est-ce que fx de x égale p, c'est ça, n'oublions pas, c'est ce qu'on veut. Fx de x égale p, ici ça s'appellera, à ce moment-là, x sera q de p. C'est fx de x égale p. Si on résout cette équation, ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda x égale p. Donc vous pouvez passer le p donc avec le 1, donc ça fait 1 moins p, puis de l'autre vous avez exponentielle de moins lambda x. Vous prenez le log, ça fait log de 1 moins p, vous mettez un moins et vous divisez par lambda, ce qui fait que le quantile, c'est log de 1 moins p sur lambda avec un moins devant. On avait déjà évoqué d'ailleurs cette notion de quantile pour la médiane d'une loi exponentielle, et il y avait un moins log de 1,5, c'est-à-dire un log de 2 sur lambda qui était intervenu dans la leçon précédente. Deuxième cas à connaître, si vous prenez une loi normale 0,1, eh bien il y a trois quantiles, alors surtout les deux premiers, qui sont vraiment à connaître. J'aurais pu d'ailleurs rajouter le quantile en 1,5. Alors, comme c'est une loi symétrique, le quantile en 1,5, on sait que f de x égale 1 moins f de moins x, donc on sait qu'en 1,5, ça vaut, que le quantile en 1,5, c'est 0. C'est une loi symétrique, donc pour toute loi symétrique continue, le quantile, c'est 0. Bien. Eh bien, là, on s'aperçoit que le quantile, enfin en tout cas, ce que j'évoquais, c'était la médiane vaut 0. Donc le quantile en 95%, ou en 0,95, eh bien pour une loi normale 0,1, c'est à connaître, c'est 1,65. Ce qui veut dire que le quantile en 0,05, le quantile en 0,05, oui, c'est moins 1,65. On avait vu une relation tout à l'heure. Et puis, le quantile en 0,975, c'est à peu près 1,96. Alors, ce sont des valeurs approchées. Ce sont des valeurs approchées parce que il n'est pas évident, la fonction de répartition d'une loi normale 0,1, elle n'est pas explicite, contrairement à la loi exponentielle de tout à l'heure. Donc, ce ne sont que des valeurs approchées qu'on peut avoir, mais elles sont très importantes en statistique. C'est pour ça que je vous les évoque. Et si on voulait aller un petit peu plus loin, le quantile à 0,99, ce qui donnerait aussi d'ailleurs le quantile à 0,01, eh bien c'est 2,32. Et en 0,01, ce serait moins 2,32. Ça, toujours grâce à la propriété de tout à l'heure. Bon, donc 1,65 et 1,96, vous allez souvent les voir réapparaître. C'est deux quantiles particuliers pour la
loi normale 0,1. Alors, pour terminer, des exemples un petit peu visuels. Quand vous avez de quantile et de loi continue, donc on s'aperçoit ici, c'est une loi exponentielle de paramètre 1. Je vais prendre un autre paramètre, c'est exactement le même graphe, hein, sauf que les valeurs en abscisse sont un peu différées. Eh bien, vous avez comment vous faites pour trouver la médiane si vous allez le tracer, hein, vous êtes en 0,5 ici sur l'axe des ordonnées, vous projetez jusqu'à la courbe, vous projetez ensuite jusqu'à l'axe des ordonnées. Bon, on le sait, théoriquement, cette valeur, c'est log de 2 sur lambda, donc ici log de 2, hein, 0,69 quelque chose. Donc c'est le quantile en 0,5, c'est la médiane théorique de cette loi exponentielle. Et si vous voulez trouver le quantile en 0,95, vous faites la même chose, vous projetez, vous dites, hop, et c'est quoi? En fait, c'est le quantile en 0,95. Ce quantile en 0,95, on a la forme ici, hein, tout à l'heure, on a dit que c'est moins log de 1 moins p, donc ici, ça serait log moins log de 0,05 sur lambda, donc sur 1 ici. Hein. Donc en fait, ça ferait en gros une sorte de log de 20, hein, parce que moins log de 0,05, c'est moins log de 1 sur 20, et donc ça fait log de 20. Donc ici, vous avez cette valeur hein, qui est proche de 3, qui est log de 20. Donc voilà, c'est facile à partir de la fonction répartition. Si vous avez une variable discrète, eh bien vous avez des sauts. Et c'est là où la notion de sup importe, parce que les sauts, vous voyez ici que par exemple, ça c'est une binomiale 4 de tiers, hein, pourquoi pas. Eh bien, en 0,5, vous touchez rien du tout, parce que vous avez sauté, vous étiez la fonction, vous aviez un saut, un escalier, hein, donc, qui était en dessous de 0,5, entre 2 et 3 ouvert, et puis à partir de 3, vous sautez, vous êtes beaucoup plus haut, vous êtes à 0,8 à peu près. Donc vous n'avez pas de valeur pour laquelle la fonction de répartition vaut 0,5. Donc comment on fait pour trouver la médiane? Eh ben, on prend la valeur juste suivante, et la valeur juste suivante, c'est 3. Donc cette définition avec l'inf, hein, c'est le moment où on est un petit peu plus grand que 1,5, eh ben, c'est en 3. Donc la médiane vaut 3 ici. Et si vous regardez le quantile à 0,95, eh ben c'est pareil, vous êtes obligé de prendre en 4 parce que vous n'allez pas couper quelque chose exactement. Un cas particulier d'une loi discrète pour lequel, alors ici j'ai cherché un coefficient pour que ça marche, hein, donc c'est toujours une binomiale mais 4, et donc il faut trouver un coefficient un peu particulier pour y arriver, donc 0,61, machin, tout ça là. Et bien dans ce cas-là, si vous prenez la vraie valeur, hein, qu'il est nécessaire de paramétrer, eh bien, vous allez vous apercevoir que en 2, la fonction de répartition vaut exactement 0,5. Donc, que vaut la médiane? Eh bien, ici, vous êtes au bord du saut, vous touchez vraiment une valeur. Hein, vous touchez. Et donc, vous allez prendre l'inf, puisque c'est plus grand ou égal dans la définition. Et là, vous n'allez pas prendre 3, vous allez prendre 2. Ici, vous prenez en 2. Hein, vous avez besoin d'être plus grand ou égal à 0,5. Et dès 2, c'est valable. Et là, bon, alors là, vous avez toujours 4 pour 0,95. Hein. Dernière chose, vous pouvez relier la notion de quantile à des notions d'air. Pourquoi? Parce que la notion de quantile est liée à des notions liées à la fonction de répartition. Alors la fonction de répartition, c'est une aire de la densité de moins l'infini à x. Hein. Donc, si vous voulez regarder le quantile à 0,95 par exemple, hein, c'est ce qui est fait ici, 95% de la loi normale, vous tracez la loi normale 0,1, ici, cette courbe en cloche qu'on a déjà vue, et vous allez regarder en termes d'air, vous avez une aire ici qui est verte, il faut que cette aire fasse 0,95. Et l'air qui reste, c'est 0,05. Et vous avez ainsi une autre manière de voir la notion de quantile. Ici, elle va être donnée en ordonnée. Vous allez avoir le 1,65 que je vous ai donné explicitement tout à l'heure, enfin explicitement, on va le rapprocher tout à l'heure, à connaître. Eh bien, on le retrouve en termes d'air. L'air verte, elle vaut 0,95 ou l'air bleu vaut 0,05. C'est un moyen de retrouver la notion de quantile à partir de la densité, non pas à partir de la fonction de répartition. Donc ça va beaucoup nous servir en statistique. Hein, et on entamera un petit peu la voie des statistiques inférentielles, hein, non plus descriptives, dans le cours prochain. Voilà, merci à vous.